Martin, vous êtes en train de vous demander ce que vous foutez là. Je peux le comprendre, je peux le comprendre. Martin, vous avez écrit un magnifique livre, facétieux et comique. Je ne voulais pas... Enfin, je trouve. Et un manuel de lutte également, d'activisme, mais où on rigole beaucoup. Et là, depuis une demi-heure, on rigole pas du tout tous les deux parce que vous avez donc écrit Répertoire des subversions. Dedans, il y a un peu de sabotage. Et là, je crois que c'est l'émission, ça fait plus de 600 émissions, c'est l'émission la mieux sabotée. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui marche. Donc, je pense que c'est de votre faute. Je vous le dis, je pense que c'est de votre faute. Robin, je n'ai pas la régie sous les yeux. Je suis désolé, j'ai juste le chat sous les yeux. Est-ce que tu pourrais aller voir dans OBS si le micro fonctionne ou pas? J'ai l'impression que voilà, ici, voilà, exactement. Si tu peux regarder les propriétés, je te laisse régler. Je suis vraiment navré, Martin, de vous accueillir dans ces conditions parce que c'est un boulot remarquable que vous avez fait puisque vous remontez le truc le plus ancien que j'ai vu, c'est la Grèce. C'est la Grèce antique, mais peut-être que vous avez trouvé plus ancien encore. Le plus ancien, ce sont la première grève et les premières pétitions. Donc c'est l'Égypte ancienne, l'Égypte ancienne. ouais, construction de la vallée des rois. Alors, je vous laisse en parler un tout petit peu, comme ça je fais un petit réglage technique à vous. En tout cas, c'est le premier exemple connu des historiens. Sachant que effectivement, le principe du livre, c'est un peu la première occurrence de telle ou telle forme d'action, et notamment les actions les plus conventionnelles, les plus connues. Il a fallu remonter loin dans le temps pour trouver des exemples. Évidemment, il y a peut-être, sans doute, même des exemples antérieurs, mais dont on n'a pas connaissance. Alors, quel est le sens de votre démarche? Alors d'abord, vous me devez un tout petit peu de respect puisque je suis né un mois avant vous. Vous êtes né en mai 68. Oui, le 27, le jour de Charletti. Ah ouais, pas mal, c'est une belle référence. Vous êtes plasticien. Oui. Vous êtes aussi enseignant. Oui. Voilà. Et vous êtes un obsessionnel de la subversion. Donc vous publiez Répertoire des subversions dans cette merveilleuse collection intitulée collection Zone à la découverte. Et c'est un abécédaire. Je vais vous proposer de puiser dans cet abécédaire quelques exemples que je trouve particulièrement parlants. Enfin, ils le sont quasiment. Et ça nous permettra de comprendre toutes les subversions que vous avez répertoriées. Il y a une chose que vous n'expliquez pas, c'est comment vous avez travaillé. J'ai réuni dans ce livre des gestes d'artistes, d'activistes, personnes ayant combattu une oppression ou d'individus ayant fait un jour un pas de côté. J'ai choisi ces exemples pour leur ingéniosité, leur capacité à perturber l'ordre établi, à résister aux dominations et à subvertir le monde avec courage, humour et poésie. Alors je vois qu'effectivement il y a un problème de son encore. Ouais, mais logiquement le micro il est bon là, je l'ai branché Robin. Un petit peu. Et allons-y. Comment vous avez travaillé? En puisant dans toutes sortes de sources, effectivement, dans un premier temps, une recherche un peu tout azimut, livres d'historiens, sites d'artistes, parce qu'il y a pas mal d'actions d'artistes également, articles universitaires, articles de presse, donc des choses contemporaines, des choses beaucoup plus anciennes, comme je l'ai évoqué. Donc c'est beaucoup par rebond, effectivement, ça part un peu tout azimut, délibérément. Donc on peut avoir des choses qui relèvent de... Mais pourquoi vous avez pris le parti de ne pas sourcer? C'est ça la question en fait. Alors si j'avais sourcé, le livre aurait été 6 fois plus gros. Et ouais. Donc oui, ça aurait été un ouvrage tout autre, je pense. Ouais. Parce qu'il y a combien d'entrées? On pourrait faire peut-être un deuxième tome avec les sources. Combien il y a d'entrées? Environ 1200 exemples. Ouais, donc ça aurait fait un paquet. En effet. Et sachant que pour chaque exemple, il peut y avoir 2, 3, 4, 5 sources.
Je n'ai retenu que des motivations généreuses, des tactiques non violentes et des œuvres dont le sujet n'est pas l'art, mais l'espace public avec lequel elles interfèrent. Et j'ai privilégié les premières occurrences connues, la première grève, les premiers tracts. Voici donc vos premiers mots. Ça y est, maintenant le son est bon, je peux me détendre, vous aussi, tout va bien. Et je suis encore une fois vraiment navré de vous recevoir comme ça. Mais bon, quelqu'un a voulu saboter cette émission. Est-ce que c'est Bolloré qui a perdu les éditions de la découverte Zone, qui est venu dans la nuit peut-être poser quelques micros quelle est la subversion qui vous a le plus marqué dans les 1200 que vous avez Oula, fait? ça c'est difficile à dire. Non, il n'y en a pas une en particulier, je peux en prendre une au hasard. Je peux prendre... qu'est-ce qui m'a marqué Ce qui m'a marqué, entre autres, c'est la présence de l'humour dans les actions, sachant que c'est aussi ce que j'ai privilégié. C'est-à-dire que les actions qui me réjouissent le plus, ce sont celles qui font appel à ça. Et on en rencontre, y compris et notamment dans des contextes qui peuvent être durs, sous des dictatures. Malgré tout, il y a des actes qui jouent sur la dérision, qui visent à ridiculiser les puissants. Et des gens qui le font comme ça de manière joyeuse et parfois en prenant de grands risques. Et parfois pas toujours, mais avec une certaine efficacité. Aussi. Alors certains vont se faire emprisonner, certains vont mourir de leur subversion, mais d'autres vont triompher. On va avoir la joie d'en parler. Alors je vais prendre la lettre A, acclamé à contretemps. Au début des années 90, des activistes allemands perturbent les meetings de l'Union démocrate chrétienne en acclamant l'orateur avec excès et à contretemps. Alors il y a une autre entrée qui s'appelle soutenir, etc. Là, on est typique dans à la fois l'humour, la dérision, l'attaque des puissants, ce dont vous parliez. Alors effectivement, donc dans le livre s'intitule Répertoire des subversions, art, activisme, méthode. Donc là, cet exemple-là illustre bien cette idée de méthode, le contretemps, ouais. le fait de ne pas être là où on attend, c'est un peu le pas de côté. Ouais. Et donc on va voir à travers le livre de nombreux cas comme ça. On va avoir des jeux de permutation, d'inversion, de déplacement, etc., qui traversent les époques, qui traversent des pratiques, que ce soit dans l'art ou dans l'activisme ou dans les luttes diverses. Acheter Google, ça j'adore. En 2005, le duo d'artistes autrichiens Hubert Morgen et les artistes italiens Paolo Sirio, qui fera des choses sur la police, me semble-t-il, par la suite. Il avait essayé de surveiller la police et une exposition qu'il avait faite au Frénois. Au Frénois, oui, qui a été fermée, où il invitait le public à identifier les policiers. Donc c'était... oui, là, il était au-delà de la subversion, il était dans l'illégalité. Il était dans l'illégalité. Quand bien même, en fait, il n'y avait pas de fichier de sa part et qu'en réalité, les identifications ne pouvaient servir à rien. Mais enfin, voilà, ça a été pas facile pour lui. Alors bref, acheter Google en 2005, le duo d'artistes autrichiens Hubert Morgen et les artistes italiens Paolo Sirio, celui dont on vient de parler, et Alessandro Ludovico entreprennent de prendre le contrôle de la société Google qu'ils jugent trop dominante. Pour cela, ils hébergent des sites dont les publicités sont gérées par cette société. Les clics sur ces annonces, moi je trouve ça génial, les clics sur ces annonces assurent alors aux artistes des micro-revenus qu'ils investissent aussitôt dans l'achat d'actions Google. Ils prévoient ainsi d'être propriétaires de la compagnie au bout de... Alors de mémoire, je ne saurais pas dire, mais... 200 millions d'années. Voilà. Donc les mecs, ils ont quand même le temps. La question de l'argent revient aussi dans les méthodes de subversion. Oui, il y a beaucoup de jeux avec l'économie, notamment de la part des artistes, mais aussi des solutions militantes. Là, cette idée d'achat, on a ça. Alors là, je dis de mémoire, il faudrait retrouver peut-être dans l'entrée acheter ou surenchérir, où il y avait des parcelles est-ce que c'était une zone pétrolifère et justement il y a eu des blocages grâce à l'achat. Comme il y a 1200 exemples, de ma mémoire c'est difficile de préciser. Bien sûr, mais on a certaines actions qui ont réussi comme ça, où il y avait par exemple énormément d'acheteurs, chacun achetant une toute petite parcelle, donc l'expropriation s'est avérée impossible.
Et d'autant que j'apprends dans votre livre, alors je ne sais plus dans quelle entrée, je les ai toutes lues avec bonheur, parce qu'il y a à la fois des permanences dans les époques, et puis une inventivité renouvelée, et puis parfois des choses qui ressurgissent 1 ou 2 siècles plus tard. C'est assez marrant. Et en fait, je crois que c'est dans votre livre que j'apprends comment le capitalisme est né. C'est sur une question de propriété, en fait. Alors là, vous faites référence effectivement à une affirmation de Marx qui situe le début du capitalisme. Alors là, je ne sais plus, est-ce que c'est l'enclosure? Est-ce que c'est... Ouais, je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Ou donc C'est le premier accaparement, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, il y a, à ce moment-là, il y a déjà des gens qui luttent en vain contre... Donc là, on doit être au XVIIe siècle, non? C'est ça. C'est le phénomène de l'enclosure au Royaume-Uni, en Angleterre. Annoncer la mort de Dieu. En 1950, le jour de Pâques, la messe de Notre-Dame de Paris est pour la première fois diffusée en direct à la télévision. Un petit groupe de lettristes, un mouvement d'avant-garde artistique dont certains, on retrouvera ça chez les Situs, etc. Enfin bref, un petit groupe de lettristes pénètre alors dans l'édifice. Parmi eux, Michel Moore, déguisé en moine dominicain, monte en chair, s'empare du micro et prononce un anti-sermon blasphématoire durant lequel il déclare que, et j'aime tellement le déclarer, Dieu est mort. La messe étant diffusée dans toute la francophonie, le scandale est immense. Oui, ça c'est un élément important. Moi, je connaissais cette action, mais j'ignorais qu'elle était télévisée, diffusée comme ça en direct. Et donc, c'est un acte dans un lieu réel, lors d'un événement religieux, mais c'est aussi un jeu avec les médias, avec Absolument. Une intervention, une action qui a un grand retentissement. Ouais. Et ça, on sent que chez les agités, les agitateurs, les activistes, la question du retentissement se pose, mais pas forcément de manière aussi centrale. Les yes men qui reviennent souvent selon leur nom, etc., on sent que pour eux, c'est dans leur ADN. Ils travaillent, les médias, ils en jouent très bien avec des jeux d'annonces, de démentis, etc. Une grande partie des actions évoquées sont au XXe siècle, début XXIe, et sont liées à cette question de la médiatisation. Il me semble que, là, je n'ai pas vraiment travaillé la question, mais l'impression que j'ai, c'est que c'est les suffragettes qui ont vraiment initié, en agissant comme ça de tout azimut, en recourant à toutes sortes de solutions, ont initié cet activisme médiatique. Quand vous dites les suffragettes, vous pensez aux Anglaises, vous pensez aux Françaises, surtout aux Anglaises, oui. C'est ça. Bloquer une rue. Alors là, bloquer une rue, il y a plusieurs entrées. Le soir du 27 juin 1962, un an après l'édification du mur de Berlin, l'artiste d'origine bulgare Christo et sa compagne, l'artiste française Jeanne-Claude, obstruent sans autorisation et l'aide de 89 barils de pétrole une rue étroite au centre de Paris. À la suite de quoi, Christo sera emmené au commissariat, mais ne sera pas poursuivi. Alors pourquoi j'ai noté ça? Parce que vous êtes artiste, vous aimez beaucoup les artistes, ils sont au cœur de votre bouquin, de la même manière qu'il y a les féministes, qu'il y a les ouvriers, etc. Mais pour vous, c'est tout ça, et c'est la même engeance, on va dire. Et Christo, pour moi, c'était, là j'avoue mon inculture, c'était quasiment un artiste qui avait des gros moyens, officiels, etc. En fait, il démarre comme ça. Alors c'est souvent comme ça, les œuvres sauvages, les actions clandestines, on les rencontre au début des carrières des artistes. Et effectivement, par la suite, c'est un artiste très, très, très connu qui a fait des projets très ambitieux et qu'on pourrait dire très institutionnels, même si ça n'a pas toujours été facile de les monter. Mais là, oui, il y a cette chose-là et dans l'illégalité, avec une dimension politique qui même là était... Je sais pas, faudrait enquêter peut-être davantage, mais en tout cas, ça n'a jamais par la suite été affiché la volonté, un propos politique, un regard, et je pense que c'était une condition pour pouvoir réaliser ces grands projets d'emballage de monuments, c'était de dire non, c'est pas politique.
Eh bien alors, ce qui est étonnant, c'est que dans votre livre, sa grande force, c'est que c'est un dictionnaire, c'est-à-dire que c'est factuel, c'est clinique. Alors, de temps en temps, on sent qu'il y a quand même des petites choses qui vous plaisent bien, parce que vous ajoutez une petite pointe d'ironie, etc. Mais au fond, vous n'analysez pas. Hein, ce que vous faites, c'est Oui. vous nous montrez les choses, et à nous de réfléchir. C'est ça votre Alors, astuce? oui, effectivement. Alors, juste une petite parenthèse, peut-être que c'est évident, mais pour que les auditeurs comprennent bien le Oui, livre, ce ne sont que des récits, hein. absolument. Ce sont délibérément pas, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'analyse. Voilà, Donc, c'est oui, classé par ordre alphabétique et avec ses entrées par verbe exact. et tous ces faits qui sont rapportés de la manière la plus Factuel. ouais, factuelle. Je dirais pas neutre parce que Non, effectivement c'est pas la neutre. façon Oui, de les nommer, la façon ne serait-ce que la succession des événements décrits permet d'introduire du jeu, un regard, bien une sûr. drôlerie, j'espère. Euh, et donc, oui, je laisse le lecteur en tirer ses conclusions. Les rapprochements entre les choses, la façon de les titrer donne une indication de comment je perçois ça. Une, oui, la simple caractérisation oriente un peu, mais il me semble que ça laisse voilà, le lecteur très libre. Parti pris. Boycotter. Boycott. Page 32. En Irlande, alors là, les amis, écoutez bien, parce que il y a le commissaire politique qui est là, votre attaché de presse, qui nous regarde pour voir si tout va bien. Tout va bien, c'est bon? Très bien, super. Alors là, on est dans la merde parce qu'on apprend qu'en fait, quand on boycotte, on ne sait pas bien ce qu'on fait. En Irlande, en 1880, lorsque l'agent foncier Charles Boycott veut expulser plusieurs locataires de leurs terres, il se trouve soudain ostracisé. Ses employés arrêtent de travailler, les hommes d'affaires locaux cessent de commercer avec lui, et son facteur ne lui livre plus son courrier. Il donnera, malgré lui, son nom à cette méthode, le boycott. Voilà, c'est l'origine historique. Et donc, effectivement, ce n'était pas qu'un refus d'achat, c'est un refus de collaborer, de fournir un service, etc. Euh, Il y a beaucoup d'exemples comme ça de gens qui vont donner leur nom à leur insu à des méthodes de subversion, parce que c'est bon, c'est un bouquin de gauchiste, on est bien d'accord, hein, il faut croire. il faut croire. Hein. Donc il y a il y a beaucoup de Charles Boycott ou pas dans l'histoire de l'humanité? De mémoire, j'ai du mal à dire. Je ne pense pas que dans le livre il y en ait tant que ça, mais il y a beaucoup de jeux sur le nom, et notamment des appropriations de noms. Hein. Alors, on pourrait remonter aux protestants qui eux-mêmes, c'est ceux qui protestent, qui se sont voilà, appropriés ce nom, et notamment les mouvements féministes qui étaient ostracisés, qui étaient moqués, même les suffragettes, c'est pareil, c'était Bien sûr. une moquerie, ou les witches aux États-Unis, etc. Beaucoup voilà, ce jeu de retournement du stigmate a souvent été pratiqué. Je vous dis, c'est un bouquin de gauchiste. Est-ce qu'il y a des actes subversifs à droite? Euh, Est-ce que vous les avez cherchés? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que... je pense que c'est pas très fréquent parce que déjà la droite va être plutôt le côté De l'ordre. de l'ordre, du conservatisme, de la non remise en question de ce qui est, oui, du conformisme. Et donc oui, historiquement, ceux qui veulent changer les choses vont plutôt être à gauche. Alors on va avoir des reprises de méthodes. Et ça peut être terrible. Par exemple, il y a des personnes qui se sont présentées à des élections en portant le nom d'un candidat adverse. Donc ça vous fait rire. Et effectivement, moi, ça m'a fait rire. Au début, voilà, ça tourne en ridicule. Mais cette méthode, elle a été systématisée par Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'à travers la Russie, Oui. il place très très fréquemment des candidats portant le même nom que les opposants qui sont déjà pas très puissants, pour essayer de grignoter des voix, de parasiter. Donc voilà, il y a ce phénomène de récupération qui existe. Le chat nous propose Poujade. Poujade, on ne peut pas parler de subversion. Ah là, je connais trop mal Poujade pour répondre à cette question. Mais Parce que le propre de la subversion, c'est
on pourrait dire le faible face au fort, celui qui est dans la marge face à l'autorité. C'est à peu près ça, Ah oui, ce qui vous a guidé. Le livre, oui, ce n'est quasiment que ça. Parfois, il y a la force qui est liée au nombre, mais de manière générale, ce sont des tactiques de relation du faible au fort. Je prends deux verbes. Se cacher des drones. À l'automne 2012, l'artiste d'origine états-unienne Adam Hervé met au point des vêtements réfléchissant la chaleur et permettant ainsi de ne pas être détecté par les caméras thermiques. Inspirés de tenues islamiques traditionnelles, ces habits sont imaginés pour les territoires moyen-orientaux que surveillent et bombardent alors les drones américains. Camouflés. La page suivante, et là on est en 1847, camoufler une manifestation en banquet. Les manifestations sont interdites par le gouvernement français, nous sommes en 1847. Pour contourner cet obstacle et afin de protester contre la famine qui fait rage, l'opposition organise plus de 70 banquets et réunit ainsi des milliers de convives. Là, par exemple, quand vous écrivez votre abécédaire, comment dirais-je, est-ce le fruit du hasard si ça cogne comme ça les époques, les traditions, les revendications, ou est-ce que vous avez essayé justement, en mettant tel verbe pour accrocher tel récit, faire en sorte que ça s'entrechoque ou au contraire que ça s'empile? Je trouve intéressant cet entrechoquement, oui, ce voyage que ça procure. Donc la façon dont j'ai fait s'enchaîner les choses découle de choix de raisons qui ne sont pas toujours les mêmes. Parfois c'est la chronologie, mais d'autres fois ça va être une sorte de classement logique avec toutes les variations possibles. D'autres fois, c'est parce que je trouve que ça fait une sorte de progression, que ça introduit du jeu. Là, pour le coup, je me suis accordé de la liberté. Alors, chanter les informations en 2005 au Népal, alors que le roi muselle la presse, des journalistes de Radio Sagarmatha parviennent à contourner la censure. Leurs informations ne sont plus délivrées lors des bulletins dédiés, mais chantées durant des programmes de divertissement. Alors, ce qui me plaît là, dans cet exemple, c'est que, a priori, ce ne sont pas des gens, puisque là on parle de journalistes, dont le métier est tout à fait la subversion, hélas, mais qui trouvent un système pour contourner la censure. Est-ce qu'il y a beaucoup de cas comme ça où la fonction crée l'organe, où on devient subversif par la force des choses? C'est pas vers là qu'on voulait aller au départ. Oui, il y en a, effectivement. Il y a cet exemple de cette jeune femme iranienne qui s'était tondu le crâne pour communiquer. Son geste était au profit des enfants atteints du cancer. Oui. Et du coup, elle apparaissait sur YouTube, elle apparaissait sans foulard en disant puisque je n'ai plus de cheveux, je n'ai plus de cheveux à cacher. Et elle est devenue un symbole de la lutte justement des femmes contre cette obligation du foulard. Et je crois qu'elle a accepté ça, mais au départ, elle n'était pas dans son discours n'était pas celui-là. Et donc, elle accepte... d'après ce que j'ai compris, oui. Ouais. Elle a accepté d'être dans ce mouvement-là, d'opposition à cette violence, à cette contrainte. Quand vous êtes entré dans ce studio, vous étiez à l'heure, tout allait normalement bien démarrer, et vous avez découvert la petite photo officielle de Nicolas Sarkozy, alors président de la République. C'est un pari perdu qui fait que j'ai ce portrait dans le studio. Et page 51, qu'est-ce que je lis? Compromettre verbe compromettre. Titre, compromettre le ministre de l'Intérieur. Alors ça, c'est génial. Le 30 mai 2006, l'artiste français Julien Prévieux se fait dédicacer un livre par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Grâce à ce subterfuge, il recueille ses empreintes digitales. L'artiste réalise ensuite des tampons permettant de placer ses empreintes n'importe où, de mettre potentiellement dans une position de suspect le patron des policiers français.
J'adore cette histoire. Comment vous connaissez, par exemple, cet artiste? Comment vous connaissez cette histoire? Alors cet artiste, je le connais depuis longtemps, on a souvent exposé ensemble, on a été dans la même galerie. Mais c'est un artiste qui a beaucoup d'humour et qui est très talentueux. Et il a notamment fait cette série de lettres de non-motivation qui Ah oui. l'ont notamment rendu connu. Ce qui est intéressant à travers un exemple comme ça, c'est il nous exprime un potentiel. C'est pas quelqu'un qui a compromis grâce à ses empreintes digitales le ministre de l'Intérieur, mais il suggère un possible. Et les artistes, souvent, généralement, déjà ne se définissent pas comme activistes, hein. Il y a quelques exceptions qui sont plutôt des contre-exemples, qui vont se définir eux comme à la fois artistes et activistes. Mais en général, effectivement, l'intention de l'artiste va être plus rarement de dénoncer explicitement, mais plus de laisser un sens ouvert. Donc il y a beaucoup d'actes qui peuvent être illégaux, qui peuvent être complètement saugrenus ou insolites, ou qui perturbateurs, ou qui font réfléchir. Et tout cela me semble être stimulant dans cette association, avec des actes qui ont un agenda beaucoup plus clairement politique, Oui. à la fois effectivement ouvrant un horizon et permettant aussi de faire réfléchir, et aussi de trouver une source d'inspiration pour imaginer de nouvelles formes d'action, de nouvelles formes de désobéissance, etc. Alors, parce que en lisant cette notule et en vous écoutant, moi j'avais pensé à Claude Guéant, donc Ministre de l'Intérieur. l'adjoint de Sarkozy, et puis après qui sera ministre de l'Intérieur, Ouais. et qui va se faire gauler parce que lors d'une interview sur France 3, je crois, il y a derrière lui un tableau, et logiquement il ne devrait pas être propriétaire de ce tableau. Et donc effectivement, peut-être que votre ami Julien devance la réalité, puisque l'histoire dont je vous parle va exister plus tard. Oui, c'est un truc complètement dingue. Et donc, Claude Guéant était incapable d'expliquer comment il avait acheté ce tableau. Voilà, et il s'est fait avec ça. Construire des barricades. Nous sommes page 52. Le 12 mai 1588, à Paris a lieu la première journée des barricades. Pour résister à l'armée d'Henri III, les Parisiens et Parisiennes érigent des obstacles en travers des rues. Face à ces chaînes, pièces de bois ou tonneaux, ces barriques donneront le nom aux barricades. Remplies de fumier, le roi impopulaire renoncera à prendre la ville. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on passe d'un truc rigolo, Sarkozy, à tout d'un coup une révélation. Moi j'ignorais totalement que les barricades c'était des barriques au départ, et pourtant on en a tenu des barricades. Eh oui. Et là par exemple, sur les exemples historiques, vous êtes allé chercher comment vos informations? Beaucoup de recherches en bibliothèque, en livres, et comme je disais, oui, en articles universitaires. Voilà, en allant chercher dans les bibliographies, en allant chercher de rebond en rebond. Parfois, surtout dans la dernière phase de l'écriture, là, c'est quand j'ai identifié les manques, les lacunes, les entrées trop pauvres. Ouais. Au lieu d'être dans une démarche de collecte tout azimut et de classement, il a fallu que je sois dans une démarche différente, c'est-à-dire là vraiment de chercher des choses bien précises, ce qui est beaucoup plus long. Et oui. Et là, le moment de la synthèse, parce que tout n'est que synthèse, hein, c'est très, très sec, très court à chaque fois. Ça vous est venu naturellement? C'est votre esprit plutôt synthétique ou... Alors, j'aime bien effectivement J'ai l'impression que vos réponses comme ça. Hein. Elles sont synthétiques. On a bientôt terminé. C'est ça. Non, pas du tout. Non, moi, je n'ai pas terminé, mais si vous êtes pressé, on peut accélérer. Effectivement, j'aime bien écrire de manière condensée, et puis là, c'est vraiment un principe que je me suis donné, d'écrire avec presque dans chaque mot, il y a une information. Donc, ces récits, on l'a entendu un petit peu, ils font 2, 3, 4 phrases, rarement davantage. Et avec une structure un petit peu comme ce que disait Georges Perec à propos des cartes postales, où il y a différents ingrédients
bien précis dans ce texte très court lorsqu'on envoie une carte postale. Donc il va y avoir un élément sur la météo, un élément sur les activités, un élément d'organisation, etc. Et là, je donne en général un élément de contexte, un élément d'identification qui agit, un élément de motivation si je l'ai, la description de l'action et l'éventuelle conséquence. En gros, c'est ça. Donc c'est cette espèce d'architecture qu'on retrouve avec des variantes évidemment comme ça. Et qui rend en fait hommage, je trouve, à l'imaginaire humain. Parce que ça n'arrête pas, je veux dire, il y a 1200 entrées, ça n'arrête pas. Le sujet du livre, c'est vraiment l'inventivité des luttes. L'inventivité des luttes au sens large. C'est-à-dire qu'effectivement, si on considère que le non-conformisme des artistes est une forme de lutte aussi contre les conventions. Il y a une arme, c'est l'argent. Alors, c'est souvent ceux qui n'ont pas d'argent, mais qui utilisent l'argent comme un mode de communication. On écrit sur les billets. Il y a plusieurs actions dans ce style-là. Oui, tout à fait, oui, notamment Cildo Meirelles, un artiste brésilien, si je ne me trompe pas, qui a fait circuler comme ça des messages en écrivant sur des billets de banque, en demandant qui a tué Herzog. C'était un militant politique qui avait été tué par la dictature. Et donc, effectivement, le message circule. Alors maintenant, c'est différent avec les cartes de crédit, mais c'est un support qui circule beaucoup. Il a fait la même chose avec des bouteilles consignées, des bouteilles de coca consignées qui circulaient comme ça. Ça. Il y a aussi les Yes Men qui ont fait une chose c'est consistant à tamponner des billets avec lesquels dont ils se servaient pour payer à des machines automatiques et sur le tampon c'était indiqué spécimen non valide. Donc c'est une façon d'annuler la valeur de l'argent. Alors vaut mieux le faire auprès pas auprès d'un pauvre petit épicier de quartier qui se fait arnaquer, mais d'une banque. Oui. d'une banque. Je parlais des barriques et du XVIe siècle, et voici que nous sommes aujourd'hui embouteillés Berlin. En 2020, l'artiste allemand Simon Wecker promène à Berlin un petit chariot transportant 99 téléphones portables connectés à l'application cartographique Google Maps. Le système, considérant que la rue où il se trouve est encombrée par 99 véhicules, conseille aussitôt à ses utilisateurs d'emprunter un autre chemin et la voie s'en trouve désertée. Alors il y a beaucoup d'actions qui jouent avec ces technologies, avec les failles de système technologique, effectivement. Et est-ce que vous avez l'impression, puisque d'une certaine manière vous êtes historien, que justement, finalement, la société très connectée dans laquelle nous sommes tous, finalement, elle serait pas plus fragile et que la société du Moyen-Âge ou des révolutions? Alors oui, là j'aurais du mal à dire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne suis pas historien. Mais... si, d'une certaine manière, vous l'êtes. Oui, j'ai dû faire un travail d'historien, même si je n'en ai pas la formation. J'ai dû faire un travail en tout cas de recherche historique autour de pas mal de questions. La fragilité, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Si on prend l'article camouflage, il y a une succession de réponses à la reconnaissance faciale, de façon de ne pas être reconnus, qui vont finalement être aussi utiles à ceux qui nous surveillent pour améliorer leur système. Donc voilà, c'est une espèce d'alternance entre l'amélioration, le contournement, etc. Mais bon, heureusement qu'on a l'occasion de rire, mais de manière générale, c'est quand même eux qui gagnent sur ce terrain-là. Eh ben oui, absolument. Un livre à offrir à Noël, nous dit la Belline. Que des histoires incroyables, j'adore, nous dit Gemmedus. Excellent le coup des téléphones qui bloquent la rue. Voilà, il y a du monde, Alors, il y a évidemment une période terrible, très sombre, qui est aussi un moment paradoxalement de paradis de la subversion, c'est évidemment la guerre et la résistance. Ouais. Ça apparaît plusieurs fois, des actes de résistance qui sont évidemment des actes de subversion. J'en prends un au hasard parmi les nombreux que vous relevez. Faire de faux papiers. À Paris, en 1944, l'apprenti chimiste Adolfo Kaminski sauve des milliers de personnes juives en leur confectionnant de faux documents. À la Libération, cette compétence lui vaudra d'être recruté par les services secrets français. Mais il démissionnera peu après, car trop
anticolonialiste, il préféra fournir durant près de 30 ans de faux papiers aux mouvements indépendantistes et antidictatoriaux du monde entier. Je voulais le saluer parce que je trouve que c'est un c'est joli magnifique. destin. C'est magnifique. Ouais. Donc, alors vous parliez de la résistance. Là, en fait, les exemples, c'est beaucoup autour de la Shoah, la solidarité vis-à-vis des Juifs, Oui, des actes absolument. parfois très symboliques, des petits riens, mais très émouvants, des actes de juste. Et il y a des distributions de tracts qui sont assez géniales, comment elles sont faites, mais avec des gens qui sont arrêtés et qui vont mourir. Il y a ces fameuses distributions de tracts de ces jeunes gens. C'est un groupe de 3 jeunes Allemands, le groupe de la Rose Blanche, qui étaient convaincus que le nazisme était quelque chose de barbare et qui voulaient l'exprimer, et qui ont fini par être très imprudents dans leur distribution. Donc ils ont été arrêtés et exécutés. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'après, c'est l'armée anglaise, enfin, qui a fait imprimer des millions de tracts, de leurs tracts, pour les larguer sur l'Allemagne. Voilà, c'est ce que vous racontez. Il y a une autre période qui est un petit peu après, qui est celle des droits civiques, qui va là aussi être très créative. Il y a les histoires qu'on connaît bien et d'autres moins. Et il y a notamment cette histoire extraordinaire, faire une fausse file d'attente, nous sommes en 1947, dans le New Jersey, devant la billetterie de la piscine de Palisade Amusement Park. Des personnes membres du Rassemblement pour l'égalité des races font la queue, mais elles n'attendent rien, car l'entrée réservée aux personnes blanches leur est déjà interdite. Elles sont battues et arrêtées par la police. Malgré cela, elles ou d'autres reviennent se mettre en ligne tous les dimanches et se faire battre et arrêter de nouveau. La médiatisation de cette répression contribuera à la promulgation de la loi sur les droits civiques dans le New Jersey. Oui, effectivement, chez les droits civiques, on a des exemples comme ça. Chez les droits civiques, chez les militants, au sein de cette lutte, des exemples où la persévérance a fini par porter ses fruits. Des personnes qui se faisaient arrêter, qui allaient s'asseoir au restaurant, bien n'en ayant pas le droit, etc. Et là, aborde une question qu'on aborde ici de temps en temps au poste, qui est celle de la police. Il y a plusieurs entrées qui mettent en rivalité la subversion avec la police. Qu'est-ce que vous avez en tête, par exemple ? Qu'est-ce que j'ai en tête ? Bonne question. Alors oui, là vous parliez des droits civiques, on a plus tard les Black Panthers qui surveillaient la police, l'idée de surveiller les surveillants. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je parlais tout à l'heure de ces principes de méthode, de structure, et c'est ce que j'observe, c'est l'expressivité, l'efficacité de principes comme ça, de réciprocité, de retour à l'envoyeur. Et donc on a toute une histoire de ce retournement de la surveillance quand on a les ACT UP qui... les Black Panthers, eux, ils avaient des armes. C'était des patrouilles qui allaient surveiller la police. Vous le rappelez, et c'est important, vous le rappelez, c'est-à-dire qu'ils ne font pas que surveiller, ils surveillent en armes. Hein. C'est autre chose que de filmer la police aujourd'hui, par exemple. Je veux dire, en termes d'engagement physique. Alors, une précision qu'on n'a pas encore donnée, c'est que l'un des critères, c'est que ce ne sont que des actions non violentes. J'allais y venir. Oui, bien sûr, j'allais y venir, mais je vous laissais dérouler votre affaire d'abord. Et donc, donc une espèce de chronologie comme ça, depuis les Black Panthers, et puis ACT UP, qui effectivement, ça va être au début des années 80, fin des années 70 peut-être, qui vont aller filmer la police, et puis évidemment, après, l'éruption plus tard des téléphones portables a permis de quand même outiller les citoyens pour dénoncer les bavures, etc. Alors vous me lancez la perche de la non-violence. Il n'y a pas, dans votre livre, vous faites le choix de ne pas mettre d'actes de sabotage sanglant ou de subversion meurtrière. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? À part que vous avez l'air d'être un gentil garçon. Ça doit être ça. C'est ça. Mais est-ce qu'on change le monde en étant un gentil garçon ? Mon critère n'a pas forcément été l'efficacité. Mon critère a été la sympathie pour les actions, plutôt. C'est ça. La façon dont je pouvais me reconnaître dans les intentions, dans l'attitude. Donc voilà. Mais est-ce que par exemple il y a des actes de subversion violents que vous regrettez de ne pas avoir pu mettre parce qu'ils ne rentraient pas dans le critère ? Non. Non ? Non, c'était vraiment pas mon sujet.
en 1600. 1600. Vers 1600. Non, Oui. J'ai parlé tout à l'heure de l'humour et je trouve que c'est une arme beaucoup plus forte et expressive. Enfin, le sens que va véhiculer un acte qui joue sur la dérision, qui ridiculise, enfin, en termes de sens, ça me paraît beaucoup plus fort. Mais évidemment, dans un certain nombre de circonstances historiques, prendre les armes a été une nécessité, c'est certain. Mais Ce n'est pas dans le livre. vous ne le documentez pas. Est-ce que c'est un deuxième tome Remarquez, s'il y a peut-être un exemple, j'évoque, pour expliquer l'idée de détournement, je donne l'exemple du détournement de la faux, qui au départ sert à couper l'herbe, couper le blé, et qui est devenu une arme de lutte lors des révoltes paysannes. Absolument, absolument. Faire la grève du sexe, ça date, vers 1600, des femmes iroquoises se lancent dans la première rébellion féministe des futurs États-Unis. Pour s'opposer aux grèves intempestives menées par les hommes, elles entament une grève du sexe et de la procréation et demandent à décider elles-mêmes de faire la guerre ou non, considérant qu'elles seules détiennent le secret de la reproduction. Les hommes cèdent immédiatement à leurs revendications. Alors ça, c'est très étonnant parce que c'est une sorte d'invariant à travers l'histoire. Donc il y a la pièce antique, c'est Lysistrata, je crois, qui raconte ça. Mais 411 avant Jésus-Christ, précisez-vous. Donc on a ça. Cette pièce, oui. On va avoir ça donc chez des Amérindiens, mais on le retrouve aussi en Afrique, sans que les uns et les autres aient lu la pièce en question. C'est une sorte. Et à chaque fois, cette grève du sexe, elle est pour s'opposer à la guerre, aux hommes qui font la guerre. Il y a quelque chose d'un peu universel là-dedans. Et là, chez les femmes iroquoises, elle est victorieuse. C'est une grève victorieuse. Oui, ce qui est pas mal. Oui. Infiltrer une série télévisée. C'est l'histoire d'Homeland. Je vous la laisse raconter ou je lis. Alors oui, je peux la raconter. C'est la série Homeland, qui devait être tournée à Berlin. Mais dont l'action se situe en Israël-Palestine. Ils voulaient, pour leur décor, que dans les ruines apparaissent des graffitis écrits en arabe. Donc ils passent une annonce, ils cherchent des gens capables de faire ces graffitis. Donc 3 personnes se présentent. Donc là, pour le coup, les noms, je ne les ai pas en tête, qui sont plutôt des artistes, il y a un éditeur, je crois. Donc ils... Attendez, je vais vous les retrouver. Karam Cap, je ne sais plus... L'artiste égyptien Eba Yamin, le graphiste et chercheur d'origine égyptienne Karam Kopp et le graffeur, auteur-éditeur allemand Don Karl. Voilà. Et donc, ils lisent le scénario et constatent qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec le discours politique de cette série. Et là, génial, on écoute. Donc, ils sont recrutés, ils font les graffitis, et dans les graffitis, ils expriment leurs critiques. Et par exemple, ils vont mettre There is no homeland, donc le nom de la série, Homeland is racist, choses comme ça. Mais en arabe. En arabe, comme au sein de la production, personne ne sait lire l'arabe, ils ne s'en aperçoivent pas. Donc ces slogans vont bel et bien apparaître dans la série qui sera diffusée. C'est génial, c'est absolument génial. Dans le monde ouvrier, on va avoir en 1968 une usine dont ça pourrait presque être le sous-titre de votre livre, je trouve, dont le nom de l'usine va être détourné par les ouvriers. Vous voyez, oui, l'enseigne. Oui, c'est l'usine Berliet, donc B-E-R-L-I-E-T. Il a suffi de permuter les lettres pour écrire liberté pendant le temps de cette occupation. Donc là, pour le coup, ça fait vraiment une image. On a l'impression que l'usine s'appelle bien comme ça. Alors, je n'ai pas retrouvé dans votre encyclopédie, par rapport aux enseignes, mais peut-être il y a plein de lacunes, ça, c'est certain. Non, mais c'est pas grave, il y a des 1200 il n'y a pas un projet d'exhaustivité. Non, mais parce que moi, j'ai appris assez récemment, il y a un an ou deux, que le ferronnier du camp d'Auschwitz avait exprès mal orthographié une lettre. Ah oui ? Eh oui. Voilà, regardez ça. D'accord. Parce que j'y ai pensé en vous lisant là. Je me suis dit, tiens, donc vous verrez, il y a un S qui est mal, qui est à l'envers, je crois. Il y a une lettre qui est à l'envers. Et voilà, et c'était un signe de protestation de la part du ferronnier. Donc voilà, j'ai pas rêvé, c'est pas grave, oh là là. Ah oui. D'ailleurs, on a mis à la fin du livre une adresse mail pour les personnes qui veulent faire des suggestions ou des remarques dans la perspective d'une
d'une éventuelle édition revue et augmentée. Donc après Noël, quoi, une fois que ce sera un best-seller. Voilà. Lever le point antifasciste, ça date des années 20. Vous voulez raconter comment ça arrive? Alors, c'est même avant, non? C'est années 20, oui, peut-être. Dans les années 1920. Ouais. Donc, c'est un groupe de communistes allemands qui, Absolument. en réponse au salut nazi, a donc proposé, et ce geste qui s'est imposé, donc le poing levé, brandi comme ça, paume en avant, qui est devenu vraiment le geste des travailleurs en lutte ensuite. Ouais. Et alors, pour qu'on comprenne ce dont on parle, par exemple, lever le poing, ça donne lever un poing antifasciste, ce que vous venez de faire. Alors, normalement, c'est de la main gauche. Oui. Là, vous l'avez fait de la main droite. En effet. Et bien ensuite, il y a lever un poing ganté de noir. Bon, là, évidemment, c'est les Jeux Olympiques de Mexico. Lever un poing ganté de blanc, etc., etc. Voilà, on retrouve tout lever un poing ganté de blanc, de mémoire, c'est un groupe belge qui réclame le rattachement de la Belgique au Congo, qui est quand même assez drôle. Donc, ce qui permettrait, selon eux, de résoudre beaucoup de problèmes, de faire que le lingala devienne la langue officielle, donc il n'y aurait plus de problème de langue entre le français et le flamand en Belgique, et de faire que les Belges, de fait, soient des immigrés, et non plus des immigrés au Congo. Le chat précise, merci Berla, c'est le B de Arbeit qui est à l'envers. Voilà, Arbeit my frei, le B est à l'envers. Vous pouvez vérifier, c'est un geste magnifique, je veux dire, d'une puissance inégalable. Sur le pognon, je voulais vous faire parler. Encore le pognon. Comment? Encore le pognon. Non, ouais, j'ai oublié de vous faire parler de ça parce que c'est extraordinaire. 24 août 1967, Abby Hoffman, Jerry Rubin et quelques hippies se rendent à la bourse de New York. Est-ce que vous voulez nous raconter? Ce sera une des dernières subversions qu'on racontera parce qu'il en reste plein. Il y a parasité le. Ah ouais, non, si, on le fera aussi celui-là. Mais Abby Hoffman, Jerry Rubin. Oui, ça c'est une action célèbre où ils sont donc allés à la bourse de New York, au New York Stock Exchange, comme des visiteurs. Ils sont entrés, les visiteurs passaient par une galerie, d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si c'était encore le cas. Une galerie dominant la salle d'échange, là où tous les traders s'activent, et ils ont jeté de l'argent. De la menu monnaie oui, bien sûr. Depuis cette coursive, et d'après leur récit, les traders se seraient interrompus dans leur travail, se seraient mis à ramasser frénétiquement l'argent tombé au sol. La cupidité des traders, la fameuse cupidité des traders. Il y a $1 à ramasser, on y va, et donc Et donc, le ramassage de cette somme dérisoire aurait suspendu momentanément l'activité boursière. Donc, voilà, le geste est joli. L'impact, évidemment, a dû être dérisoire. Mais, bien sûr. Mais le geste est joli. Alors, il y a un artiste français, à nouveau, Mathieu Lorette. D'ailleurs, petite parenthèse, au moment d'entrer dans le New York Stock Exchange, deux parenthèses. Une parenthèse, c'est qu'après, ils ont mis des vitres blindées pour empêcher qu'on puisse refaire une action de ce genre. Et l'autre, c'est qu'au moment d'entrer dans le New York Stock Exchange, ils ont été repérés par le vigile. Et le vigile leur a dit « Oh là là, non mais vous, je vois bien, vous êtes des hippies. » Ils ont répondu « Ah non, nous, on n'est pas des hippies, on est des juifs. » Donc là, évidemment, il n'allait pas empêcher des juifs d'entrer. Donc, Incroyable. Le parasité, le marketing de 91 à 2001, l'artiste français Mathieu Lorette n'achète que des produits portant la mention satisfait ou remboursé. Étant perpétuellement insatisfait, il demande à chaque fois le remboursement des produits qu'il a achetés et parvient ainsi à ne quasiment plus rien dépenser. Alors oui. Mais mon brave monsieur, ça n'existe plus ces choses-là. C'est comme la bourse, c'est fermé. Même Jean-Pierre Gaillard n'existe plus. Il était abandonné, il était tout seul dans sa bourse à Opéra. On peut plus faire de satisfait ou remboursé. Ah, je ne sais pas si on ne peut plus. En tout cas, effectivement, lui, il a pratiqué très longtemps. Il était étudiant au départ, effectivement, avec pas trop de sous. Donc, c'était une solution, de survie. Mais il n'est pas le seul à l'avoir pratiqué. D'autres personnes ont comme ça contourné ce dispositif. Et lui, il a aussi posé comme un acte artistique. Voilà, absolument. Au final, qu'est-ce que vous gardez de tout ça? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans votre travail, dans tous ces trésors que vous avez retrouvés, etc.
Ce qui fait plaisir, c'est de voir la capacité humaine à réagir, à ne pas se contenter de subir, à être actif, à être inventif, à imaginer des façons oui, de bousculer les puissants, de voilà, ça nous sauve au moins de la dépression, espérons. Est-ce qu'il y a des actions qui vous sembleraient à nouveau possibles aujourd'hui, qui ont été un peu abandonnées par les uns ou par les autres, qui pourraient être... là, on cherche des volontaires, hein, honnêtement, on cherche des actions, enfin bon, voilà. Sur quoi on pourrait aller? C'est une bonne question. Bah, j'invite les lecteurs à chercher, à voir qu'est-ce qui pourrait être réactivé, actualisé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à reprendre à l'identique, mais Oui. à adapter aux circonstances, oui, des principes. C'est ce que effectivement, j'enseigne, vous disiez, j'enseigne à l'université Rennes 2 en arts plastiques. Et avec les étudiants, on travaille à élaborer, je les invite à imaginer de nouvelles formes, voilà, à revisiter des actions passées, etc. Rennes 2, on est d'accord, c'est la fac qui bouge toujours, quoi. C'est celle-là. Oui, Rennes 2, ce qui m'a frappé, c'est que bon, c'était lors de, je ne sais plus quel mouvement social, parce qu'il y en a eu plusieurs. Est-ce que c'était à l'époque de la lutte contre la réforme des retraites, où il y a eu une occupation de l'université, de nombreux slogans, bon, ensuite été effacés, mais il y en a un qui est resté, la direction de l'université ne l'a pas fait effacer, et donc le bâtiment principal, il y a toujours écrit en haut, en grand, « Vive la commune ». Pas mal. C'est pas mal. À l'époque du CPE, Rennes 2 avait été très, dans les années 2000, avait été très, Aussi, ouais. un des tout premiers, une des toutes premières facs à débrayer. Et voilà. Donc vous enseignez là-dedans. Oui. Donc c'est pas pour rien que vous nous faites ça, quoi. Il doit y avoir un lien, ouais. Mais vous voulez pas prendre un peu plus de risques et nous dire qu'est-ce qu'on pourrait réalimenter, qu'est-ce qu'on pourrait, vers quoi on devrait aller Je pense qu'il faut s'emparer des structures existantes. Voilà, comment. Mais pour certaines choses, c'est devenu difficile. On a parlé tout à l'heure de cas du jeu avec la technologie. Voilà, la façon dont les systèmes, les réseaux sociaux sont devenus des systèmes très fermés rendent les actes plus difficiles. Mais je pense qu'il faut arriver quand même à infiltrer, à détourner, à hacker, etc. Je finirai avec ça parce que est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, est-ce que vous ne pensez pas qu'un Trump ou même une Kamala Harris finalement détourne complètement la politique? Est-ce que le détournement finalement c'est pas ce qui est déjà au pouvoir? Est-ce que Macron ne nous détourne pas à longueur de temps de nos votes, de ceci, de cela? Est-ce que le pouvoir n'a pas compris que s'il était lui-même entre guillemets subvertif, on dit. Ça dépend de ce que vous voulez dire. Bah allez-y, qu'est-ce que je veux dire? Non mais vous pensez pas qu'il y a une difficulté Alors déjà, ce n'est pas le même sens de détournement. La seule dont vous parlez, c'est de nous détourner ou de détourner la démocratie, mais c'est pas ce jeu d'inversion complète d'un objet dont l'usage devient autre. Donc là, c'est plus de ce que vous évoquez, il me semble, c'est plus de l'ordre de l'intoxication, de la propagande, oui, de l'enfumage. Subversif, oui. Alors, mais en fait, je voulais dire subvertir tout ça, justement le mettre à mal. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'on est dans pour être dans la subversion, il faut qu'en face les choses soient claires. Et je trouve qu'elles ne le sont pas tant que ça, en fait. Non, vous pensez pas? Effectivement, ça complique les choses. Quand on a une confusion en face, ça devient plus difficile, ouais. Mais il y a un travail à faire aussi sur le langage. La droite a beaucoup, nous renvoie beaucoup des formes, des stigmatisations réductrices, le wokisme, le pédagogisme, plein de choses comme ça. Donc, effectivement, il me semble qu'à gauche, on va être soucieux de penser la complexité des choses. Donc, on va être réticent à leur renvoyer des choses aussi réductrices. Et ça, c'est pas facile. Donc, je pense qu'il y a aussi un combat au niveau du langage. Trouver comment répondre à ça, comment leur mettre des bâtons dans les roues. Comme, je sais pas, l'expression bobo aussi a été une chose très, très stigmatisante et
et difficile à retourner. Ouais. Qui est un terme inventé par un publiciste new-yorkais. C'était au départ pour vendre des produits. Le chat nous demande, Tarfif vous demande, l'auteur évoque-t-il dans son livre des subversions de genre, des femmes se faisant passer pour des hommes pour accéder à des fonctions qui leur sont interdites? La papesse Jeanne, par exemple. Alors, la papesse Jeanne, est en effet dans le livre, effectivement, même si, a priori, c'est plutôt légendaire. C'est d'ailleurs une exception dans le livre, parce que j'ai plutôt pas mis des légendes. Oui. Mais on a de cas d'ouvrières au début du XXe siècle aux États-Unis qui se faisaient passer par des hommes parce que les hommes étaient mieux payés, par exemple. Ou une femme qui est allée se faire engager comme homme pour faire un reportage de guerre pendant la guerre de 14. Et quand elle a été découverte, on lui a interdit de publier son reportage parce que voilà, les femmes n'ont pas le droit de faire ça. Nico from the web me tape sur le bec, comme on dirait au Canard enchaîné. La subversion, étymologiquement, c'est ce qui vient du dessous. Donc pour Trump, on ne peut pas parler de subversion. Effectivement. Je me fais avoir tout seul. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur votre travail, sur la réception de votre travail? Le livre est sorti il y a quelques jours, je crois. Oui, c'est tout récent. Oui. C'est tout récent. Est-ce que vous avez déjà eu des retours ici ou là? Pas encore. Les retours sont plutôt bons. Là, que ajouter non, je ne sais pas. On a fait le tour de la question. On a vu pas mal de choses, je crois. Ouais. Ouais. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Encore une fois, désolé pour ce faux départ de l'émission qui m'a complètement perturbé. Est-ce qu'il y a une dernière question dans le chat ou pas? Ah, quelqu'un demande la référence d'un film qui est sorti sur la reporter là, dont vous parliez. Alors on a une question rituelle au poste, Martin. C'est qu'est-ce que nous avons fait là pendant une petite heure? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons examiné des possibles. Nous avons non, je crois qu'on a balayé beaucoup de choses, balayé au sens passé en revue. D'ailleurs, il y a une entrée balayée. Il y a une entrée balayée, absolument. Oui, absolument. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Effectivement, c'est un livre à offrir à la Noël. Je suis en train de chercher le prix, 21,50. Eh oui, le prix du papier, c'est le bordel. Il y a des questions de vol aussi dans la subversion. Oui, la dernière entrée, c'est... Oh là, voilà qu'il regarde l'attaché de presse. Et donc, la vol, attendez, oui, bah oui. Regardez, je l'avais même corné. Faire voler en 71, l'activiste libertaire états-unien Abby Hoffman, encore lui, publie un guide pratique. Comment manger ou se droguer gratuitement, comment monter une radio pirate, comment fabriquer des cocktails Molotov. Le livre s'intitule... Voler ce livre. Je vais avoir des ennuis avec l'éditeur. Alors c'est compliqué parce que, par exemple, si c'est à la FNAC, elle doit dire qu'il est vendu, quoi, donc elle va le payer. Mais bon, il y a des... On va pas inciter les gens à voler à la FNAC. Oui, ne volez pas n'importe où. Ouais, mais il faut pas voler dans les petites librairies. Voilà. Qui, elles, ne mettent pas d'alarme. Mais aller voler dans une petite librairie, c'est dégueulasse. Prenez des risques, merde. Merci beaucoup, Martin. Je vous en prie. Et bonne chance pour la sortie de répertoire des subversions, art, activisme, méthode. C'est aux très très belles éditions Zone. Voilà, merci à vous. Je fais une petite pause et je reviens dans quelques minutes avec les camarades du chat. Merci beaucoup.